Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais te présenter des sprinters que tu as peut-être déjà vus sur la chaîne. Et aujourd'hui l'idée de cette vidéo c'est de te faire un peu un feedback, un retour d'expérience sur leur projet, ce qu'ils ont pu réaliser et voir un petit peu comment ça se passe après un projet d'investissement immobilier. Alors aujourd'hui je te demande d'accueillir justement Aimé Benoît. Alors Aimé Benoît, est-ce que vous pouvez vous présenter pour ceux qui n'ont peut-être pas vu vos vidéos précédemment? Bonjour à tous, moi c'est Aimé, connu aussi sur le nom de Prisca. Alors il y a toujours une histoire, on me demande pourquoi Aimé, pourquoi Prisca, tout simplement parce que c'est mes deux prénoms. Okay. Donc nous on a rejoint l'aventure il y a 2 ans. Okay. Et depuis nous sommes passés de 0 à 13 immeubles. Donc nous sommes en couple, nous sommes mariés. Okay. Et nous avons lancé cette aventure immobilière à 2. Voilà, okay. Voilà. Elle a tout dit. Benoît. Et ouais, en avril 2020, on est rentré dans le programme. Ouais. Ok. Alors du coup, qu'on restructure un peu tout ça, parce que peut-être qu'il y a des gens qui ont vu la première vidéo qu'on a fait ensemble avec la fin des travaux, qu'on essaie de se remettre en mode genre avant avril 2020. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête pour vous dire, ok, là il faut qu'on se lance dans l'immobilier, dans les immeubles, etc. quoi, du coup? En fait, on avait plein de projets et on ne savait pas trop sur quoi se lancer. Donc on avait le projet de la colocation, le projet d'investir, même au départ pour s'autofinancer et avoir un bien dans 20 ans. Okay. Et puis Prisca, elle recherchait un max, elle était sur les réseaux, sur tout ça. Et elle t'a découvert dans une vidéo, d'une pub ou sur Facebook, je crois, non, c'est ça? Je sais pas, sur bref, une pub. T'as découvert et on s'est dit, attends, mais c'est génial ce truc. Donc au début, ça nous paraissait un peu fou. Okay. Puis on t'a contacté, on a vu que le truc était quand même très sérieux. Et on a dit go, quoi, faut y aller. Bah oui, et puis on avait envie de changer de vie aussi, quoi, donc surtout. J'imagine. En fait, à l'origine, je pense que tu veux savoir ce qu'on faisait avant et pourquoi on s'est dit soudainement on va sortir de notre quotidien pour se lancer dans l'immobilier. On était, moi j'étais cadre commercial, donc j'ai été, parce que je ne suis plus maintenant, mais depuis très récemment. Et Benoît, il est conducteur, il travaillait à la SNCF, donc on avait des salaires à peu près raisonnables, on va dire autour de 2005. Et puis en fait, on était dans une tranche aussi où finalement on paye beaucoup d'impôts et on se dit on a quand même des revenus, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose, investir pour ces revenus-là. Et donc on a envisagé l'immobilier parce que c'est l'investissement où tu essaies de te tourner. Donc on a tout regardé. On a regardé vraiment, on s'est dit on va prendre un appart. On s'est dit tu vas prendre un crédit, puis tu vas gagner quoi finalement avec cet appart. Le but c'était vraiment au début, on n'avait pas encore cette notion trop de cash flow. C'est au fur et à mesure que je regardais les choses, on s'est dit non, ça on gagne pas quand même beaucoup d'argent. Le but c'est d'investir et d'avoir quand même un retour sur investissement. Après on s'est dit comment on peut maximiser. On prend un appartement et puis on met plusieurs personnes, donc on va gagner plus d'argent encore. Et puis c'est là que je suis tombée sur tes vidéos où tu parlais d'immeubles de rapport. Je me suis dit, c'est quoi ce fou là? Il nous parle d'immeubles. Et là, la notion en fait de cash est arrivée. Et il y a aussi une personne qui est venue introduire cette notion de revenu passif dans ma tête, qui est Robert Kiyosaki. Et donc, c'était un peu ce livre-là, quand je l'ai lu, j'étais vraiment dans la catégorie salarié et puis on travaille pour l'argent. Et donc il y a lui et aussi la semaine de 5 heures ou la semaine de 7 heures. De 4 heures. Et je me suis dit, non mais en fait, ils ont raison, parce que j'ai pas non plus envie moi-même, j'ai une maladie génétique et en fait, le côté sécurisé, travailler toute la vie pour un patron qui peut me lâcher comme ça. Donc, et puis la maladie qui peut arriver, des pauses, etc. Je me suis dit, ça serait bien de voir d'autres choses que juste le salariat. Mais j'imagine. Voilà. Alors du coup, moi que j'essaie de comprendre, toi tu as découvert effectivement les immeubles et tout, tu t'es dit oh purée c'est super intéressant, maintenant comment tu as introduit le sujet à Benoît? Est-ce que Benoît tout de suite tu étais genre emballé par le truc? Ça impressionne, mais on était emballé. On était emballé, comme elle dit, c'est que vraiment on a envie de cette indépendance financière. On ne sait pas ce qui peut nous arriver demain, on ne sait pas pour le boulot, les retraites, tout ça. Donc on s'est dit non, il faut rentrer de l'argent rapidement
et tout de suite, quoi, enfin dès que possible. Ouais. Donc en fait non, j'ai pas eu peur, en fait, je l'ai vite suivi. Okay, et puis je sais que c'est Prisca, elle a quand même la tête sur les épaules. Donc j'y ai cru, quoi. Donc on a regardé ton programme et on s'est lancé. Des bons arguments. Ouais. Mais non, mais c'est intéressant. Alors je sais pas si c'est quelque chose que tu as envie peut-être de développer, parce que tu me parlais justement de ta maladie. Est-ce que tu peux peut-être développer un peu pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que tu as? Est-ce que c'est quelque chose Non, j'ai un blog là-dessus. Donc j'ai une maladie qui s'appelle la drépanocytose. Okay. C'est une maladie génétique du globule rouge. Okay. Donc en fait mes globules rouges sont en forme de fossiles, donc ils se coincent dans les veines, des choses comme ça. Ça transporte moins bien l'oxygène. Okay. Donc il y a des degrés plus ou moins sévères. Moi j'ai la forme sévère parce que par exemple dans mon traitement, une fois par mois, je vais à l'hôpital pour faire un échange transfusionnel. Et donc il y a toujours eu dans ma vie, il y a toujours ce côté, je suis dynamique, fun et tout, mais il y a toujours ce côté où il y a quelque chose qui a là, tu vois, il y a une réalité qui fait que, même moi j'ai dû, un travail que j'aimais très bien, par exemple quand j'étais commercial, c'était un travail où je voyageais beaucoup, et en fait avec les grossesses et tout, ça m'a vraiment fatiguée, et donc j'ai dû arrêter cette carrière-là, cette carrière commerciale avec les voyages, j'adorais moi, mais à cause de la maladie j'ai arrêté, donc en fait il y a vraiment au fur et à mesure de ma vie toujours des étapes qui disent, il faut réfléchir autrement, tu ne peux pas rester sur... Tu sais que finalement, même en tant que salariat, le travail que tu aimes vraiment, tu pourras peut-être pas le faire. Donc, il faut réfléchir autrement et voir comment tu peux construire un avenir autrement qu'en te basant sur ton salaire. J'imagine. Donc, du coup, si je vois un peu le truc, c'est que tu te dis, bon, ça, tu sais qu'aujourd'hui, tu as peut-être cette maladie qui est derrière. Donc, toi, il faut de toute façon que tu arrives à te sécuriser pour toi, mais aussi pour la famille. Pour la famille voilà, aussi, c'est ça. C'est vraiment se sécuriser pour la famille, trouver le moyen. Donc on a bien réfléchi, j'avais bien réfléchi sur qu'est-ce qu'on peut faire pour, et donc c'est vrai que l'immobilier c'est ce qui nous semble, parce que même si ça, il y a quelque chose qui marche pas, tu peux toujours revendre. Enfin, il y a différentes possibilités de retourner la situation en immobilier, je trouve. Et donc c'est vraiment cette idée de sécuriser certains revenus. Si jamais je suis malade et que je peux pas travailler pendant des années, plus besoin, enfin il y a de l'argent qui tombe. Cette notion de rente, en fait c'est vraiment être rentier, puis ça fait un peu stylé quand même. Je suis rentier. Je suis rentière. Non mais ça c'est cool. Alors du coup, on imagine, bon, vous avez regardé un peu toutes les informations. Toi, Benoît, c'est-à-dire que quand Prisca te dit, j'ai trouvé un truc qui pourrait nous intéresser, c'est les immeubles et tout. Toi, comment ça s'est passé dans ta tête pour te dire, ok, c'est bon, on y va et on met ce projet-là en place du coup? En fait, comme je t'ai dit, déjà, on avait cette notion, on avait envie d'investir. On s'était dit l'immobilier, comme je te disais, la colocation, tout ça. Donc en fait, ça a été simple, hein. On a regardé ton programme et on t'a appelé. Et voilà, franchement, ça a été très très rapide. C'est-à-dire, je crois, en fait, Prisca, elle t'avait appelé, elle n'avait pas de CDI. Tu lui as dit, laisse tomber, rappelle-moi quand tu as un CDI. Donc ça a eu le temps de mûrir dans notre tête et tout. Donc Prisca, elle a trouvé son CDI, on t'a rappelé, tu nous as dit, bon, ok, welcome. Et on a attaqué la formation 3 mois après, je crois, un truc comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas eu passé de... En fait, il y a peut-être eu un temps, nous, avant d'arriver à l'immeuble des rapports et même de connaître l'existence, on était déjà dans une réflexion où on veut faire ça, mais ça rapporte pas assez. Voilà, c'est ça, la rente. On avait déjà eu, les chargés de patrimoine qui viennent et essaient de te vendre le plan, le truc Pinel, compagnie et tout. Heureusement, finalement, on n'avait pas signé. Donc, on était déjà dans une démarche où en fait, on se disait, what next, quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire de suivant? Donc en fait finalement quand on a vu et que je t'ai appelé et que tu m'as expliqué le concept, parce qu'au début c'était plutôt c'est un fou, tu penses vraiment immeuble, qui peut acheter des immeubles? Il a fallu qu'on soit bien éclairé sur le truc, quoi. Donc voilà, c'était pas un immeuble haussmannien qu'on achetait, c'était une maison, on faisait des apparts dedans, on divisait. Et donc en fait ça fait peur, mais en fait tu te dis pourquoi pas, quoi. Ouais, j'imagine. Alors du coup, maintenant qu'on se met dans
dans le parcours un peu, parce que c'est vrai que dit comme ça, on ne s'imagine pas par quoi vous êtes passé, parce que c'est vrai que vous êtes quand même rentré dans le programme, on était en avril 2020, c'est-à-dire que tout le monde s'est passé pendant cette période, on était confinés. Donc là, vous êtes confinés chez vous, vous prenez un programme pour vous lancer dans l'immobilier. Comment ça se passe par exemple pour la recherche de biens? Comment vous êtes organisé par rapport à ça du coup? C'était très simple. Les recherches, c'est Internet, les Le Bon Coin, les Se Loger, tout ce qui se fait. Ouais. Et puis après, dès qu'on a vu, qu'on a trouvé notre ville, déjà, avant ça, tu trouves ta ville. Et donc tu recherches et tu trouves des biens intéressants. Et tu prends ta voiture, tu y vas, on se posait pas de questions. Dans le pire des cas, de toute manière, on faisait une attestation comme quand on allait visiter un bien, on repartait, l'agence des fois nous laissait un truc comme quand on avait vraiment visité un truc. C'est ça. Et voilà, non, ça n'a pas été limite, tu avais moins de monde sur les routes, tu vois, c'était presque mieux quoi, tu vois. J'imagine. Ouais. C'est vrai que quand on est rentré dedans, c'était une période assez particulière. Mais je sais pas, en fait, quand j'y repense maintenant, je me dis on est complètement barjots. Pourquoi on est. Je suis contente qu'on l'ait fait, mais ça montre qu'en fait on était tellement prêts et déterminés qu'en fait c'était pas une pandémie. On savait qu'il y avait la pandémie, mais on s'est dit la vie va pas s'arrêter à la pandémie. Mais inconsciemment, pas consciemment. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu. Je pense peut-être qu'une fois on a dû se dire ouais, mais en fait, comment on va faire pour partir? Comment faire pour aller voir les visites, pour aller faire les visites. Après, on a demandé si on a des potes qui sont entrepreneurs et tout, qui ont leur boîte, ils disent non mais pour certains trucs tu peux avoir des attestations. Ben voilà, fin du sujet, attestation. Donc on s'est dit ça, on va peut-être devoir s'adapter. On pourra moins facilement aller visiter. Peut-être qu'au début on peut demander à l'agent immobilier de filmer. Donc, et puis il y avait des biens. En fait il y avait rien, ça ne s'est pas arrêté. Il y avait quand même des gens qui vendaient leurs biens. Ouais, c'est ça. Et donc ça veut dire qu'on fasse des acheteurs potentiels. J'imagine. Donc, non mais c'est cool. Et du coup, est-ce que vous avez rencontré peut-être, alors comme on est en confinement, donc il n'y avait pas forcément de problématique pour les visites et tout, mais est-ce que vous avez eu des difficultés par exemple pour trouver le bon projet, ou ça a été assez simple pour vous de trouver directement un projet intéressant? Ça a été assez rapide, mais forcément, on a fait énormément de visites. On a fait plusieurs villes, et même sur la ville dans laquelle on a investi, on a fait beaucoup de visites. Ok. Ouais. Mais ça n'a pas été. Ça a vraiment glissé assez simplement notre histoire. Okay. Par contre, on a écumé. En fait, je pense que ce soit maintenant ou pendant cette période-là, il y avait des biens disponibles sur le marché. Ouais. Il y en a qui étaient là même depuis quand même assez longtemps. Et en plus, nous on recherchait des choses un peu particulières. C'est pas non plus tous les acheteurs qui recherchent ça. Donc du coup, on n'a pas eu, par rapport à cette période-là, on n'a pas eu de frein spécifique, mais on a dû faire quand même pas mal de visites pour avoir des biens. Ok. Et du coup, quand vous arrivez dans ce bien-là, parce que bon, je suppose que c'est un bien à rénover et tout, il y a fallait quand même se projeter. Est-ce que vous, ça a été assez simple pour vous projeter dans le bien, pour tout de suite voir, ok, ben là on pourra en faire 6, on pourra en faire 5, 4, 3, je sais pas. Ou est-ce qu'il y en a un plus d'entre vous qui était plus genre oui, t'inquiète, on pourra en faire 6. Comment ça s'est passé du coup pour vous projeter sur le projet quand vous avez vu le bien brut? Le bien brut, de toute manière, donc il y a des critères pour trouver ton bien. Donc nous, on avait l'escalier central calé bien, et c'était vraiment très bien dispatché. Je sais pas si tu te souviens un peu comment c'est foutu. Donc en fait, non, tu voyais, ça sautait aux yeux quoi. Rez-de-chaussée, un là, premier un là, deuxième un là. C'était logique. C'était logique. En fait, on a eu que des quasiment. Non, on a eu les premiers biens. On a quand même visité des biens un peu alambiqués. Ouais. Celui qu'on a eu là, c'est pas forcément celui. On a fait des offres à d'autres biens qui étaient un peu alambiqués. Il y en a même un qu'on a laissé parce qu'on s'est dit non, c'est trop de travaux. Donc c'est vrai que il y en a certains. Le premier notamment dans lequel on est arrivé, où il y avait beaucoup de travaux là, où il y avait la boulangerie en dessous. Celui-là, fallait quand même, des fois, tu étais là, ok, là c'est logique, mais comment je fais là? Comment tu vas faire pour. C'est vrai que ça dépendait. Il faut faire un couloir par-ci. Donc, mais on s'est pas trop perdu dans. Nous, on prend un programme, on fait ce qui est écrit dans le programme. Là, le monsieur, il dit, il faut ça comme maison, les fenêtres, elles soient comme ça, les portes, elles soient comme ça. On fait ce qui est écrit, et donc, du coup, c'est pour ça qu'après, les maisons qu'on a trouvées, c'était quand même. Celle qu'on a achetée, en fait, c'était juste logique. C'était plus difficile, tu vois, de dispatcher, par exemple, les réseaux d'eau, les trucs, à dire, attends, si tu mets la salle de bain là, mais là, il y en avait déjà une, donc il y a déjà une sortie d'eau, le Total Égout, Ah ouais, il est là, mais comment on va faire, parce que, tu vois, c'était plus ça, limite, qui était difficile, quoi. Mais après,
dispatcher les pièces, c'était facile. Non mais c'est cool. Et du coup justement pour avoir cette réflexion de ok, comment on va dispatcher les pièces et tout, comment vous avez fait, c'est-à-dire vous avez fait aider par des artisans ou alors vous avez fait vous-même vos plans et après vous êtes ben on va faire comment ça s'est passé pour vous? On a fait nos plans en suivant ton programme. Ouais, on a tout simplement, comme on t'a dit, on est des bons écoliers. C'est comme ça qu'il a dit, il faut faire. Ok, pièce comme ça, comme ça. On a vraiment suivi le plan et puis on regardait, on s'est dit. C'est vrai qu'on a eu quand même de la chance, qu'on a eu des biens avec une répartition assez simple. Ouais. Et moi dans ma tête tout est possible, même des fois sur certaines mains je dis mais si là ça passe, tu mets un truc, des fois c'est un peu simple dans ma tête, j'ai l'impression qu'on joue au Lego et que l'artisan va trouver une solution, c'est un peu ça parfois, donc ça simplifie aussi, c'est qu'en fait je pense qu'entre les deux, moi il n'y a pas de nœud au cerveau, donc ça veut dire j'arrive dans un endroit, je te dis mais si, des fois il me dit non mais en fait ça peut pas se faire comme ça hein. Donc on n'a pas eu on n'a pas paniqué en voyant. Il y a le premier sur lequel on avait fait une offre, c'est vrai qu'il y avait quand même beaucoup de travaux. Ouais. Moi je me dis mais non, mais ça passe et tout. Puis au bout d'un moment, on a quand même bien réfléchi parce que il y avait vraiment. Mais je me rappelle bien que vous m'aviez présenté aussi où il y avait genre une boucherie ou un truc rez-de-chaussée. Ah oui, celui-là. Celui-là, il est resté longtemps à la vente. Ouais. Il y avait un passage sur le côté. Oui, c'est ça. Et heureusement qu'on l'a pas acheté parce que même le quartier, il est moins fun, il est moins bien, t'es plus loin du centre-ville et tout. Mais c'est vrai qu'on a fait plein d'offres, de toute manière, on en a fait plusieurs, où on n'est pas allé au bout, et parce qu'on continuait toujours nos visites. J'imagine. Même sous offre, on a continué nos visites. Notre premier bien, en fait, c'est le deuxième, tu vois, mais comme il y a eu des retards et tout, mais on n'a pas. On lâchait rien. Non, c'est cool. Et du coup, donc là, vous avez trouvé le bien, vous vous êtes projeté un peu sur la disposition du bien. Maintenant, arrivons sur la partie, je dirais, financement. Parce que je crois que vous avez déjà votre bien, votre résidence principale. Ouais. Est-ce que vous avez eu des difficultés par rapport au financement? Comment ça s'est passé pour vous du coup? Ça a été assez compliqué. Financement, oui. Financement, c'était quand même une partie plus compliquée parce que... Parce qu'on est déjà propriétaire en fait. Ouais. On est déjà propriétaire. Pour nous suivre, ils ne croyaient pas trop en notre projet. En fait, sur la région Île-de-France. Sur la région Île-de-France, ça a été plutôt compliqué. Ouais. Donc, au début, on a fait appel à des courtiers, on a été voir notre banque, ils croyaient pas au projet, ils disaient non, on croit pas au projet, on refuse. Et après on s'est dit on va aller directement sur la ville, parce que la ville au moins on vient avec un projet, c'est chez eux, donc du coup ça a été sur la ville, ça a été beaucoup plus accepté. Parce que justement avant que vous arriviez, j'avais posté un truc sur Instagram. Et du coup, je disais, est-ce que vous avez des questions à poser à des sprinters qui ont finalisé leur projet? Je crois que c'était une Julie qui me disait comment on fait pour continuer d'investir quand on a atteint notre capacité d'emprunt, quoi. Du coup, vous étiez peut-être dans cette situation où vous avez déjà investi, du moins acheté un bien. Et du coup, quel est le conseil que vous pourriez donner à quelqu'un qui veut se lancer là et qui a peut-être déjà sa résidence principale et qui est peut-être déjà presque au max de sa capacité d'emprunt? Quel est le conseil que vous pouvez donner? Le truc, c'est que nous, on avait notre capacité d'emprunt n'était pas full. Okay. Donc déjà, même si on a notre résidence principale, on n'était pas à 33%. Okay. Je pense que si on avait été à 33%, là, ça aurait été très très chaud. Okay. Donc on avait quand même encore un peu de marge. Okay. Donc c'est ça qui nous a un peu permis de sauver la face. Okay. Si jamais la capacité d'emprunt elle est vraiment élevée, bah là en fait je pense que la seule marge de négociation c'est l'apport que tu peux mettre sur ce type de projet. Mais c'est vrai que la base c'est quand même la capacité d'emprunt et qu'il faut réduire. Si tu es déjà à 33, c'est vraiment chaud. Il n'y a pas non plus 10 000 recettes miracles. Le premier point, c'est ça, surtout moi pour le premier bien. Si après tu as ton premier bien, bah après tu pourras trouver d'autres astuces pour le deuxième. Mais il ne faut pas avoir une capacité d'emprunt qui se rapproche trop de 33. Mais c'est ce que je dis souvent à des personnes qui veulent se lancer. Il n'y a pas longtemps, en plus, il y a une sprinter qui me disait dis-moi, j'ai envie absolument de commencer par ma résidence principale. Et je lui dis mais franchement, si tu fais cette erreur, ça va vraiment te bloquer, quoi. Parce que c'est vrai que si tu n'as pas encore investi et que tu as toute ta capacité d'emprunt et que tu pars sur un investissement
là après tu peux acheter ta résidence principale parce que là ça devient simple. Mais c'est vrai que si tu as déjà, oui, c'est ça. tu as en plus t'as tout mis ton budget sur ton bien, mais là c'est ça va être compliqué. Non, si tout se joue sur la capacité d'emprunt. Et c'est vrai que même quand tu as ta capacité d'emprunt à zéro, en fait les banquiers c'est toujours le même jeu. On a l'impression que quand tu as un bien, ils te disent ah mais vous avez déjà un bien, vous comprenez, c'est compliqué. Quand tu n'as pas de bien, ils te disent ah ben vous n'avez pas votre résidence, votre résidence principale. Vous comprenez, c'est compliqué. Donc après voilà, faut savoir parler à son banquier. Et donc du coup, mais c'est vrai que quand on a déjà une résidence principale, il faut faire attention au taux d'endettement parce qu'on ne pourra pas faire des miracles si on est déjà à 33. C'est ça. Mais c'est ce que je dis souvent, des gens qui viennent me voir après avoir fait n'importe quoi, ils me disent est-ce que tu peux m'aider? Ouais, mais moi je suis pas magicien quoi. C'est-à-dire que si tu as déjà exposé ta capacité, après c'est vrai que c'est un peu plus. Si tu as ta résidence principale, puis après tu as pris des crédits n'importe comment, voiture, à droite à gauche, conso et tout, bon. Et que ça dilue, c'est vraiment pas bon. Faut quand même avoir un petit peu. Je crois que nous on était autour de 22, non? C'est quoi? Un truc comme ça, ouais. Parce que l'appart on l'a depuis un moment, donc on avait quand même remboursé un petit peu. Et on a choisi après il faut être stratégique aussi, on a choisi une ville et un bien avec un coût total de travaux qui est rentré. En fait le tout ça faisait, avec ce qui nous reste sur notre crédit, plus ce qu'on a acheté, ça faisait 33%. Ok, j'imagine. Les projets de vie commencent à évoluer aussi, donc tu vois en fait c'est que du positif cette histoire. On va en parler après parce que je pense que ça c'est une chose intéressante. Alors du coup vous avez trouvé ce financement là, comment ça s'est passé du coup pour vous pour trouver l'artisan, commencer les travaux, comment ça s'est passé pour vous du coup? Alors ça c'était quand même pas facile au début. L'artisan les mecs on en a appelé, pareil les pages jaunes, on cherchait quoi, donc les gars ils venaient, ils nous sortaient des devis monstrueux, donc ça rentrait plus dans le code 127. Et en fait, à force de tout ça, Prisca a un cousin qui justement donne du boulot à des artisans, des gros chantiers. Et on n'était pas au courant. Et on l'a su après et on l'a appelé et il nous a passé les contacts, quelques contacts. Et donc en fait, ça a matché avec celui avec lequel on travaille. Mais c'est vrai que on a vu quand même plusieurs sur la ville. Les devis du kit au double, c'était n'importe quoi. Et puis après on a contacté, c'est vrai nous c'est vraiment l'artisan, ça nous a facilité le fait que ça fasse partie de notre réseau. J'imagine. Ça nous a facilité les choses et puis on rentre un peu plus en confiance, même si faut pas rentrer en confiance avec un artisan. Règle numéro 1. Et règle numéro 2, revenir à la règle numéro 1. C'est clair. Ça sera jamais ton compte. Donc ça a été. Mais au début, en fait, avant qu'on sache ça, on commençait quand même à se dire, on regardait dans un large rayon autour de la ville. Ok, j'imagine. Mais du coup, comme vous avez jamais fait de projet comme celui-là, comment vous avez pu vous dire ok ce tarif là il est bon, on peut partir sur ce budget parce que on aurait pu se dire si tu sais pas quel prix tu dois acheter, n'importe quel prix qu'on va te présenter pour toi c'est le bon, tu vois, et peut-être si on te présente un prix trop bas parce que ça peut être une arnaque, tu sais pas plus, tu peux dire ok c'est bon. Comment vous avez pu justement vous dire ok le prix qu'il nous propose là c'est un bon prix, on y va? Tout est expliqué dans la formation, donc tu sais que ça va être un gros chantier, donc tu as un budget max à peu près pour les travaux. Tu fais ton calcul avec la surface, le budget max travaux, et si c'est trop, c'est trop quoi. Si c'est vraiment pas assez, ça peut te paraître suspect. Ça peut te paraître suspect. Voilà. Et puis après, on se renseigne un peu, même en regardant sur Internet, on sait que si déjà l'artisan il est à 1 500 € le mètre carré, tu sais que il y a un problème. Ça c'est quand on construit sa maison, à la rigueur. Donc on a aussi regardé comme ça. On a pris pour que la formation, on sait qu'il y a une manière de calculer pour que ton bien soit rentable. Donc on avait un budget à ne pas dépasser pour rentrer dans nos chiffres. Et puis après, on a comparé entre les différents. On s'est dit lui. C'est bon, vous choisissez celui-là quoi. On choisit celui-là. Ok. Alors du coup, le chantier il débute. Les mecs commencent à casser, j'imagine, ils commencent à tout réagencer dans le bien. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés, des surprises dans la partie travaux du coup? Sur le premier, il n'y a pas eu trop de surprises.
Il y a eu de quelques petites non-vigilances de notre part. Ouais. C'est surtout ça. Ouais, c'est le suivi. Il y a eu des surprises, par exemple les tableaux électriques. Ouais, mais c'est pas une surprise, c'est de la non-vigilance de notre part. Il n'y a pas eu, on n'est pas avec le bien, il n'y a pas eu de surprise pendant les travaux. Mais par exemple, à la fin, au niveau du toit, la VMC, qu'il a fallu revérifier parce que. Parce que une voix. Voilà, c'est ça. Et ouais, non, lui nous garantissait que tout était bien, que ça fonctionnait, mais ça fonctionnait pas, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que quand tu veux une voix, je dis, mais elle est où la VMC? Il dit, oui, mais c'est bon. Je dis, ah bon, mais je vois pas. Mais tu sais qu'il nous l'a refait le mois dernier. Ok. Voilà, c'est ça. Parce que pour lui, tout allait bien. Donc il a dû rouvrir le placo là-haut, là. Ok, je vois. Et en fait, c'était pas branché. Ouais. Et son artisan, enfin son gars lui disait oui, non, t'inquiète, c'est branché, c'est tout bien branché. Donc lui, il nous disait non, mais il a branché. On lui a dit faut que tu ailles ouvrir, hein, tu vas. Et c'était pas branché. Ouais, c'est ça. Parce qu'en plus, de toute façon, avec la technique du papier qu'on avait déjà pour aspirer, on voit bien que. Si on n'allumait pas, ben ça n'aspirait pas. C'est ça, ouais. Oui, voilà. Donc on n'a pas eu trop de grosses surprises. Après, on a réisolé un pan de mur parce qu'en fait, au niveau de l'isolation phonique, je pense que là où nous on a le plus de surprises, c'est au niveau de tout ce qui est isolation phonique. Ok, je vois. Donc, en fait, les voisins étaient hyper bruyants. Ouais. Et donc quand on a commencé à louer les biens, les gens adoraient trouver les biens vrais, enfin les apparts super, mais problème d'isolation phonique, l'enfant à côté qui hurle à 3h du mat, et vraiment c'était gênant, donc on a dû remettre de la matière sur certains murs. Ok, comme ça, et du coup vous avez vraiment senti la différence ou... En tout cas on a moins de... déjà le voisin ils sont partis, mais avant ça même, on avait moins de... Quand même on avait moins de... Moins de commentaires quand même, parce qu'on a pris par rapport à ça, une isolation phonique spécifique. Donc, j'imagine. Donc c'est vrai que vous avez fait le choix de faire de la location courte durée sur votre projet. Alors je sais que quand les gens se lancent dans l'immobilier, ils me disent Candy, bon, votre stratégie là elle est intéressante, mais moi franchement j'ai pas envie de passer du temps, ça va être chiant, etc. Alors maintenant que le premier projet là il est en place, vous avez fini la rénovation et tout, vous allez dans ce truc. Quel est votre ressenti par rapport Alors vous dites tout, hein, c'est-à-dire si c'est chiant, ce qui est bien, comment vous ressentez tout ça du coup aujourd'hui? Au début, tu as toujours des petits. Une fois que le bien est en route, tu as toujours des petits réglages à faire, donc tu retournes de temps en temps et tout. Mais là, depuis qu'il tourne et que tout est nickel, qu'on a notre femme de ménage qui gère, qui est au top, on n'y passe plus. Franchement, on regarde juste les sous tomber, mais en termes de gestion. Tout est automatisé, les mails ils partent automatiquement. Non, pour être honnête, là actuellement on a plus de gestion parce qu'on a le numéro 2 qui est en lancement, donc on doit du coup refaire les mêmes étapes que pour le numéro 1. Mais en fait, on a commencé à mettre en location en juin, et fin juin, et donc je crois tout le mois d'août, le temps qu'on s'adapte, qu'on comprenne, on a voulu nous-mêmes mettre les mains dans le cambouis au départ. Donc je pense que jusqu'à septembre, on était vraiment, on répondait aux autres, on pouvait nous appeler, et c'est même jusqu'en octobre. Ouais, puis on en a eu marre de se faire appeler à des minuit, 23h. On était à fond dedans. Mais même avec ça, c'était une gestion, peut-être... moi je m'étais fixé, si je travaille 5 heures par semaine sur un projet comme ça, c'est ok. Encore, 1 heure par jour, imaginons, c'est ok. Donc je m'étais fixé ça dans ma tête. Et en fait, ça a beaucoup marché pendant l'été. On arrive en septembre. De toute façon, nous, jusqu'en novembre, c'était vraiment un fort taux de remplissage. Et donc, à un moment donné, on s'est dit ce qui devenait chiant, tout était... En fait, le booking, le check-in et tout ça, c'est automatisé, donc c'est monté dans l'information. Et après, c'était vraiment la partie gestion. Donc, il y a différentes méthodes pour la gestion. On a choisi de garder notre gestion. Et on s'est dit, on va enlever un truc qui nous prenait du temps et qui était très stressant quand même. C'est l'appel des hôtes. Et celui-là, on a trouvé aussi un prestataire, en fait, une entreprise qui gère les appels 24 heures sur 24. Et depuis ça, et je crois que on l'a mis peut-être fin octobre. Voilà. On est parti 3 semaines à l'étranger. On est parti 3 semaines à l'étranger tranquille.
Et donc là, ça a déconnecté le truc. Donc on était au Congo, on recevait des appels. Donc c'était un peu galère. Mais même là, on a dû recevoir 3 appels en 3 semaines. 3 appels en 3 semaines. Voilà. Et puis en fait, une fois qu'on met en place son équipe, une fois qu'on met en place sa manière d'automatiser, nous on a une femme de ménage sur laquelle on peut vraiment s'appuyer et qui est maintenant a eu même une promotion, donc elle a plus en charge la gestion un peu. Elle ne fait pas que le ménage, donc elle gère, c'est un peu comme gardienne en fait, elle gère les lieux. Je sais quoi, comment ça s'appelle, Property Manager, un truc comme ça. Et donc, une fois que tu as un peu en cas d'urgence, il y a vraiment quelqu'un qui doit se déplacer et que tu as le moyen d'avoir quelqu'un sur place. Nous, en tout cas, l'immeuble là, le premier, même 1 heure par semaine, c'est trop. Moi, je pense même pas. En termes de gestion, même 1 heure par semaine, c'est vraiment. J'imagine. Et est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'il y a des gens qui me disent, ok, mais Kendy, moi je pense que ça va me prendre trop de temps, je vais passer par une conciergerie et tout. Est-ce que vous, c'est un choix que vous pourriez faire aujourd'hui ou vous pensez que vraiment avec la solution que vous avez aujourd'hui, ça convient? Là, actuellement, on n'en a pas besoin. Ouais. Non, on n'a pas besoin. J'ai essayé de voir quelle est la plus-value de la conciergerie en fonction du système qu'on a. Donc c'est vrai que j'en connais d'autres qui ont une conciergerie ou mi-conciergerie. Pour l'instant, il n'y en a pas parce que en fait, non, parce qu'il y a plein de choses que la conciergerie te propose de faire que nous on fait sans douleur. Je vois. Donc en fait, pour moi, le but d'externaliser quelque chose, c'est que c'est vraiment un point de douleur pour toi et que ça te prend la tête et que tu n'as pas envie de le faire. Donc pour l'instant, non, on n'est pas du type conciergerie. Et puis tout ce que tu dois leur donner, c'est ça. Calmons-nous. On a parlé cash, quoi. On fait ça pour du cash, donc non. J'imagine. Alors du coup, on va parler un peu chiffres maintenant. Pour le premier projet, si de mémoire, je crois que vous étiez à moins de 200 000 en termes de... C'est ça, 188, je crois exactement. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc le projet vous a coûté 188 000. Et là aujourd'hui, avec les 6 logements, en moyenne, vous sortez combien en revenus mensuels en moyenne, quoi, à peu près? Là, ça avait un peu chuté en décembre-janvier. Alors moi, j'ai bien fait les chiffres il n'y a pas longtemps, parce que tu as de la chance, sur juin-décembre. Donc lycée sur juin-décembre, on était en moyenne à 5 000 euros. Ok. Donc 5 000 euros en moyenne, quand tu enlèves les charges, en fait il nous restait dans la poche 4 000. Ok. Voilà. Mais là je fais grosso modo. On a toujours le différé. Hein. Okay. On a toujours oui, d'accord, ok. Donc ça veut dire que vous, en fait, aujourd'hui, c'est du plein pot. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça, c'est du plein pot. En fait, les bas, pour être honnête avec vous, le mois le plus bas qu'on a fait en termes sur notre donc quand on avait fait des projections, on part sur du long terme, du meublé long terme de base, et donc on s'était dit, nous, pour qu'on soit bien, il faut qu'on gagne 2002 sur le minimum. Et donc, quand on est à vraiment les mois les plus pourris, c'est-à-dire janvier, décembre, non, janvier, je crois que c'était le plus pourri. On est à 3005, non ? On est à 3003, quelque chose comme ça. Donc, il faut savoir que notre femme de ménage, elle est rémunérée en fonction des heures qu'elle va faire. Donc, ça veut dire que si j'ai moins de location, j'ai aussi moins de ménage à faire. Donc, bon, des fois, pas toujours, mais plus souvent, c'est comme ça, quoi, parce que j'ai moins d'entrées. Mais pour le taux de remplissage qu'on a fait, on était un peu en dessous de 50 en janvier. Et on a eu 3005 et je trouve que c'était quand même pas mal. Ça reste correct, je vois. Vous 3004 et quelques. Avec votre mois le plus pourri, vous avez quand même fait mieux que si vous aviez tout en location standard, quoi. Oui. Ok, je vois. Donc du coup, donc là, si je comprends bien, vous êtes à peu près à 5 000 euros de base. Et le mois le plus haut que vous avez fait, c'était quel mois et c'était combien? Ou si vous avez... je sais plus, mais le mois le plus haut, c'était pas en novembre ou... Non, le mois le plus haut, c'est août, non? On a fait 2 mois haut. Et c'était... C'était 7 000 et quelques, non? 7 008. Ah ouais, ok. On a fait 2 mois haut. Et j'hésite entre août et... parce qu'on avait eu un dégât des eaux, et donc ça aussi, ça compte dans un des mois qui a marché, mais en fait c'était un remboursement d'assurance. Le mois le plus haut, c'est je sais plus, c'est ça. Donc août, le dégât des eaux, ça devait être en novembre. 7 000 et quelques, quoi. 7 000 et quelques. En pure location. Je vois. Bon, ça reste correct. Surtout que nous, on avait commencé en fin juin. Donc juin, tu comptes pas, juillet, août, ça tombe, tu te dis waouh.
Tu te dis, Mais comment vous êtes senti justement? Parce que vous dites, ok, on a pendant un an, là, on a charbonné et tout, et là on perçoit le premier versement. Comment vous êtes senti le jour où vous avez entendu le premier pip pip? Ah non, mais déjà on était en panique. Ouais, t'es en panique. Avant d'avoir, t'as de l'ascenseur émotionnel avant, parce que même si t'es à fond, t'es rentré dedans, tu fais ton truc, t'as fait tes travaux, maintenant l'heure des vérités c'est pas ça. C'est maintenant l'heure des vérités, c'est est-ce que ça va se louer? Et donc déjà ça s'est loué assez vite sans qu'on s'en aperçoive par erreur. Ouais, avec les configurations, tu connais, donc on a configuré, on voulait pas le mettre à la log, c'était juste pour commencer. Et puis un jour on voit un monsieur qui m'appelle et qui arrive, qui dit en fait on était en train de faire les finitions, nettoyer et tout. Oui mais je suis là. Comment ça vous êtes là? Et donc là on s'est dit mais en fait ça marche sur un truc, on n'a même rien fait, on a déjà un premier client. Et le gars restait toute la semaine. Toute la semaine. Et donc on a dit c'était un peu un moment de panique pendant 10 minutes mais il était très sympa et puis on avait déjà nettoyé le haut de l'immeuble donc on lui a donné une autre chambre. On l'a surclassé. J'imagine. Et en fait, c'est parti. Donc, on a eu fin juin, parce que c'était vers le 22 juin. Ouais, c'est ça. Et après, c'est tous les jours, dès qu'on avait des ding-ding, il y a un son de ton téléphone qui te crée une espèce de... Tu sais que c'est Booking. Ah ouais. Et on avait... J'imagine. On était là, ah ouais, c'est comme au casino quand t'entends ting, 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 ting. Et ben là, en juillet, ça faisait trop ça, quoi. C'était vraiment... Là, mais, là, on est tranquille avec des potes, en vacances. Et là, il y a de l'argent qui rentre, quoi. Non, c'est intéressant. Mais du coup, vous avez fait ce premier projet, parce que vous n'êtes pas arrêté là, vous êtes parti sur un deuxième immeuble. C'est ça. Et du coup, là, le premier lancé, comment ça se passe pour le deuxième, du coup, pour vous? Alors pour le deuxième, il est lancé aussi. Ouais, parce que comme je t'ai dit, en fait, on l'avait déjà signé celui-là. Ah ouais. Donc on était en attente, on savait pas le temps que ça allait prendre, donc on s'était remis sur une autre qui a fini avant en fait. Ok. Et donc notre premier projet est devenu le deuxième. Ok, j'imagine. Ouais. Ok. Mais donc dès que ça s'est débloqué, en fait, nous on visait la doublette. Okay. On s'est dit vraiment, on veut vraiment ramasser quoi. Ouais. Et donc on visait la doublette et. Il nous est tombé dessus aussi, finalement. Totalement. Ouais, parce que ce truc-là, en plus, on était parti visiter une autre maison à la base. Et lui, il nous dit, ouais, attendez, j'ai peut-être un truc et tout. Ah, puis non, ça rentrera pas dans vos critères et tout. Et sa femme, elle lui dit, non, mais emmène-les quand même, quoi. Ouais. Et on a vu le truc, on a dit, mais c'est pile poil dans nos critères. Et il était super bien agencé déjà. T'avais déjà de l'eau jusqu'en haut, t'avais des pièces d'eau. Ça avait déjà été un peu divisé. Donc ça s'est fait aussi facilement que le premier, j'ai envie de te dire, hein, tu vois. Et puis on était rodés, quoi. Alors, vous avez pris les mêmes artisans on a pris le même artisan. Alors le premier, il a été très rapide. Là, on a eu quand même... en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est un artisan. Il avait plein de chantiers qui étaient arrêtés ailleurs, donc il a pu aller booster le premier sur le nôtre. Et finalement, le deuxième, il a mis plus de temps. Bon, en un an, on a sorti deux biens, mais quand tu nous écoutes, on est là, ouais, non, mais c'est quand même abusé. En fait, il nous avait annoncé une deadline, quoi. Ouais. Et la deadline, tu vois, elle est passée 1 mois, 2 mois, 3 mois. Tu lui disais, mec, t'es un peu en retard. Non, tu vois, et puis tu les connais. Non, mais parce que, tu vois, ils sortent toujours des disquettes. Et puis par contre, le deuxième, il y a eu plus de... Là, on a eu la surprise, enfin... C'était une surprise, à moitié surprise de toi. Ouais. On savait que peut-être il y aurait... Non, on savait. On savait, mais on l'avait pas vraiment inclus dans le budget travaux. Je vois, ok. On avait pris une marge, parce que normalement on prend dans notre crédit, on prend toujours une marge, c'est recommandé. Et en fait, mais la marge c'est une marge, c'est pour. Et là on avait pris la marge, heureusement, parce que du coup il y a une partie de la marge qui est partie sur le budget travaux du toit. Ouais. Et donc du coup ce qui fait qu'on est resté plus la marge pour ameubler. Ah ouais, d'accord. Mais on avait le premier bien qui tournait. Le premier bien qui tournait. Donc en fait, au lieu d'aller refaire une rallonge de crédit, on a utilisé l'argent du premier bien pour meubler le deuxième. Bien joué. Et là, du coup, le deuxième, si j'ai bien compris, il est terminé. Donc est-ce que vous l'avez déjà mis sur les plateformes ou est-ce que vous en êtes... Oui, on l'a mis sur les plateformes.
Là, je pense qu'on a mis sur les plateformes. Il y est depuis le mi-mars, je crois, 13 mars. 13 mars. Ça marche. Donc là, il se remplit, doucement mais sûrement. Et là, il se remplit avec des 3 semaines de réservation. Mais là, vous n'avez pas encore un retour suffisamment important. Non, pas trop. Non, on n'a pas encore. On n'a pas fait un mois complet. Et il manque un appart. Il y a le dernier. En fait, il y en a 6. Il y en a 6 sur 7. Voilà. Il y en a 6 et sur 7, mais aussi, c'est parce que le premier, on était all taqué sur tout. Et en fait, le deuxième, on est un peu tranquille, quoi. Vous avez relâché la pression, ça c'est le bras de papa. On est un peu, on est un peu tranquille, on se met moins la pression et en fait, on en a 7. Ouais, donc en gros, techniquement, on aurait pu le faire, depuis qu'on a mis l'escalier, finalement, le faire. C'est juste, il manque les photos du dernier là. Mais on y va ce week-end là. Ah ouais, donc en fait il est fini. Ouais, il est fini. Il est fini. En fait, il manque un escalier, ils nous ont installé l'escalier. Depuis 2 semaines, voilà, c'est juste qu'on l'a pas mis encore, c'est tout. Non, mais c'est grave. C'est ton premier bien, tu cours là-bas le chercher, mais là, vu qu'on a déjà de l'argent qui rentre, on se dit bon. On va attendre que tout soit parfait, alors que les autres, non, on était là, non, on va faire les photos nous-mêmes, et puis c'est pas parfait, c'est pas grave. Donc là, on va faire des photos pro, et d'ailleurs, dans l'autre aussi, le pro qu'on avait eu, c'était des mauvaises photos. Le pro, c'est nous-mêmes qui avons pris des photos. Et c'est juste après une flemme, parce qu'il faut retourner, tout reconfigurer, enlever les photos, c'est juste pour ça. Ouais, alors, je me suis dit, on va perdre 2 semaines, c'est pas grave. Mais et du coup, maintenant que vous avez les 2 projets qui sont lancés, comment vous envisagez la suite là? Parce que justement, toi, tu me disais au début de l'interview que genre tu travaillais et plus maintenant. Du coup, comment tu vois la suite? C'est quoi ton projet futur là maintenant? Alors déjà, faut savoir que moi déjà quand on était dans le premier projet, le fait de retourner, donc j'ai pris un travail spécial, j'étais déjà en entrepreneuriat, une première boîte qu'on a soldée parce que bon finalement on a arrêté cette boîte là, c'était dans la com, avec des amis qui faisaient ça. Donc j'ai pris un CDI pour faire les projets. Et en fait, en 2021, en fait, je me suis fait virer par mon patron. Donc rupture conventionnelle, on m'a proposé. Moi, je dis c'est moi qui ai viré mon patron. En fait, c'est arrivé. En gros, je savais que fin 2021, quoi qu'il arrive, je demandais une rupture. Ouais, je vois. Et quand il m'a dit en mai, on te propose une rupture, j'ai fait l'univers, alléluia. Donc rupture avec le patron et en même temps, j'ai pu rentrer dans une formation de coaching. J'ai toujours voulu faire du coaching, développement personnel, mindset. Et donc j'ai fait cette formation en 2021. Donc voilà, on change de voie, on revient dans l'entrepreneuriat. Et en fait, la première étape de l'entrepreneuriat, ce qui a été dur, c'est qu'on s'est lancé. Mais on n'avait pas des revenus sécurisés. Et donc, en fait, c'était assez compliqué pour nous de trouver... on était 3 en plus, il faut trouver des contrats, se faire du revenu. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'inquiétudes liées à l'argent. Et en fait, un projet, il n'éclore pas de la même manière quand tu as vraiment la pression financière derrière. Tu vois, finalement, tu veux vendre pour vendre et en fait, tu n'es pas tant aligné que ça. Donc, tu as arrêté le salariat pour te retrouver un peu prisonnier. Et donc, à la fin, je me suis dit non. Il faut d'abord que je trouve un moyen d'avoir des revenus sécurisés pour me lancer sans crainte, dans un autre projet entrepreneurial. Et voilà. Donc maintenant, je suis mindset coach. Voilà. Du coup, on mettra justement tes réseaux. Je ne sais pas si tu peux peut-être partager un peu tes réseaux pour les gens qui voudraient. Bah oui, donc moi je suis mindset coach. Mon Instagram, c'est la Kif Academy. Donc en gros, ce que je propose, en fait, je suis coach mindset et success coach. J'aide les personnes à aller en fait vers certains objectifs, leurs projets. Donc travailler sur leur motivation, leur posture, la confiance en soi, l'estime de soi. Et donc, je travaille sur différents volets. Il y a des gens qui viennent me voir parce que justement, ils sont dans un travail peut-être prenant, qui veulent changer, mais ils ne savent pas par où commencer, comment faire. Ils ne savent pas se positionner niveau salaire. Il y a des personnes qui arrivent et en fait, qui sont juste fatiguées parce qu'elles n'arrivent pas à avoir un équilibre de vie entre le pro et le perso. Il y a des personnes qui ont vraiment un manque d'estime et donc quand on
on a un manque d'estime, un manque de confiance pour aller sur ces projets. Donc, tu peux avoir des entrepreneurs, des salariés. Donc voilà, maintenant, j'aide les personnes à prendre du boost et justement à rentrer sur des projets. Donc moi, je vais avoir la casquette, justement, savoir comment me positionner sur un projet. J'ai la partie... Finalement, l'entrepreneuriat immobilier, ça inspire aussi beaucoup pour se dire comment moi, je peux aussi essayer de développer ça. Donc moi, je ne suis pas coach sur l'immobilier, mais par contre, le retour d'expérience, c'est aussi intéressant pour ces personnes-là. J'imagine. Voilà. Mais du coup, toi, selon toi, comment ce parcours, ou en tout cas ce projet, ces projets que vous avez réalisés tous les deux là sur l'immobilier, t'aident ou est-ce que tu as déjà vu un parallèle dans ton activité où tu te dis ouais, mais en fait, heureusement que je suis passé par ce projet immobilier, du coup l'expérience que j'ai eue là ça m'a aidé ici ou pas du tout, comment ça se passe pour toi du coup dans ta nouvelle activité? Le premier, la première chose pour comment ça se passe dans mon activité, c'est qu'en fait j'ai pas besoin de, j'ai pas de problème d'argent. Ouais. Donc c'est quand même, quand on rentre dans l'entrepreneuriat, en vrai c'est un vrai sujet, ce que je vais manger. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, et même dans mes collègues coachs, c'est une durée qui démarre, c'est un vrai sujet. Ok, là j'arrête, il y en a beaucoup qui étaient cadres dans la finance, cadres RH, donc j'arrête, je vais me lancer dans une nouvelle activité. Je vais trouver des coachings, mais ça va prendre du temps à créer ma marque, à communiquer sur ce que je fais, à créer ma valeur de proposition. Pendant tout ce temps-là, ok, peut-être j'ai du chômage, mais comment je vais gagner de l'argent? Ouais, je vois. Donc il y a quand même une notion financière et d'insécurité qui règne, et que ce soit pour les coachs. Et moi, en fait, cette notion d'insécurité, elle est complètement éliminée, ce qui me permet moi de me constituer, de me concentrer sur ce que j'ai vraiment envie de créer. Ouais, je vois. Donc ça, c'est le premier. Avec des gens que tu as vraiment envie de travailler. je peux travailler avec les gens que j'ai vraiment envie, ne pas m'imposer. Mais même ça, en fait, c'est même un mindset que j'ai activé récemment. Parce qu'en fait, j'étais en train de me prendre la tête et je créais une offre, alors que dès le début, j'avais dit non, je voulais pas faire ce type d'offre. Okay. Mais parce que ça peut faire rentrer de l'argent. Après, je me suis dit, mais en fait, c'est un faux sujet. Donc maintenant, en fait, c'est ça, c'est que je peux me concentrer, être créatif et voir comment je veux créer les programmes et les offres pour mes coachés. Ok, j'imagine. Donc j'ai plus cet aspect-là. Et après, il y a tout l'aspect, on apprend beaucoup. On va apprendre persévérer, déterminer. Quand tu fais un projet comme ça, en fait, il y a un mindset qui se crée quand on s'est lancé, même pour Benoît. Donc un peu de la persévérance, ne rien lâcher et croire en fait à ce que tu es en train de mettre en place. Donc ça, c'est des clés quand même qui nous ont vraiment inspirés pendant ce projet-là. Et puis après, des nouvelles compétences. Moi, je vais peut-être pas, mais par exemple, si un jour Benoît veut s'orienter vers une autre carrière, le fait d'avoir suivi des chantiers, savoir communiquer avec les artisans, en fait, on gagne beaucoup de compétences dans ce type de projet. Et toi, justement, comment tu vois ton futur là? Est-ce que tu poursuis ton boulot? Est-ce que tu as pourvu d'autres projets entrepreneuriat? Comment tu vois les choses en fait pour toi? Les projets entrepreneuriat, c'est un peu en stand-by, mais ça va pas durer longtemps. En fait, là, nous, notre projet commun avec les Prisca et les enfants, c'est déménagement. Ok. Donc revendre là où on est actuellement, se mettre en location un temps. Moi, je vais me mettre en temps partiel. Okay. Donc je pense que je vais venir bosser. Je vais garder mon job actuel parce que il y a cette histoire de sécurité également. Mais je vais venir bosser 2 jours par semaine. Ok, je vois. Voilà, je viens le lundi, je rentre le mardi. Et du coup, pourquoi tu veux parce que en fait ce métier, je l'ai fait, à la base c'était purement alimentaire, c'est des concours de circonstances, je me suis retrouvé à faire ce métier, mais j'ai jamais été passionné par ce métier et je me plains pas parce que j'ai quand même un salaire correct et je me vois pas faire ça toute ma vie et je sais pas jusqu'à quel âge en plus. Donc non, moi ce qu'on veut c'est être rentier et vivre de nos sous en fait, de nos projets qu'on a créés et voilà, et vraiment profiter de la vie quoi. Pas à 60 ans ou 65 ans, dire ah ça y est enfin j'ai un peu d'argent. Non, on veut de l'argent tout de suite. C'est justement l'essence même de cette formation, c'est de ramener du cash flow et donc voilà ouais. Donc déménagement très prochainement. Ok. Et vous allez peut-être vraiment partir. Vous allez vraiment partir. On change de région hein. On change de région, on va aller dans le sud. Okay. On en a marre de la région parisienne, ça fait presque 40 ans qu'on est là.
que je suis là, parce que Prisca est arrivé après, mais... Oui, on va changer. On veut changer d'air. Oui, on va changer. Et justement... C'est quoi le déclic alors du coup qui vous a fait dire écoute là maintenant on a des revenus tous les mois qui rentrent, donc ça nous permet, Prisca a pu se lancer dans ses projets. Moi, je peux me dire, je gagnerais moins avec mon job et en fait c'est pas un problème. Donc le projet c'est vraiment de faire une autre vie, de vivre une autre vie grâce à nos immeubles qui tournent quoi. Et puis le projet de partir en fait c'est pas tout nouveau. On a vécu 2 ans en Afrique du Sud. Donc déjà on va dans le sud de la France parce qu'en fait il y avait dans la balance en fait c'est le soleil. Moi j'ai toujours voulu vivre au soleil. Donc c'était ou le sud de la France ou le sud loin, du continent dans le sud quoi. Donc là, on va se lancer dans le sud, mais encore, on peut le faire parce qu'on a notre projet, nos revenus qui tombent. C'est-à-dire que les locations, bon, on va revendre notre appart, donc on aura du cash, mais on peut, en fait, ça va nous sécuriser. Par exemple, la location, on va avoir nos revenus, donc ça va nous sécuriser d'avoir de l'argent qui tombe tous les mois avec l'immobilier pour aller dans une autre vie. Sur ces projets-là, ça aurait été impossible, finalement. J'imagine. Non mais c'est cool ça. Mais du coup, maintenant que ça se concrétise, comment vous vous sentez émotionnellement en vous disant mais purée, mais en fait, genre peut-être qu'il y a 5 ans de ça, vous auriez peut-être jamais imaginé partir. Est-ce que je sais pas, est-ce que c'était on a toujours, comme elle disait, on a vécu à l'étranger déjà et tout, on s'est dit qu'on n'allait pas rester ici. Mais on savait pas comment mettre la chose en place. Et là en fait, avec tout ce qui se passe, en fait ça accélère, je sais pas si ça accélère, mais en tout cas ça nous a motivés. Et c'est surtout que, en fait, avant Paris, moi personnellement j'étais à fond avant les enfants. Et puis là on va acheter des maisons, on va acheter une maison, quelque chose de plus grand et tout, on veut du soleil. Et c'est vrai que ça motive un peu à aller voir ailleurs. Et donc c'est pour ça que partir c'est quelque chose qui était déjà là avant depuis un bon moment. Donc c'est un peu la suite. Ça concrétise. Ça concrétise, mais il y a également la suite. Là, on est sur 2 immeubles, on pourrait se dire what's next. J'avoue, des fois, je me pose déjà la question. Un what's next. Moi, je me pose déjà la question de what's next. Dans une autre région. C'est clair. Donc, moi, si je bosse 2 jours par semaine, tu vois, ça veut dire que j'ai 5 jours à la maison, je vais pas rester à jouer à la play ou tu vois. Je pense que le deuxième projet entrepreneurial, ça va se passer là-bas, le 3e. On va rester sur l'immobilier. Et après, maintenant aussi qu'on est rentré dans la partie cash flow, on peut imaginer d'autres stratégies diversifiées. Je sais pas, il y a des stratégies immobilières qui existent, l'achat-revente, tu vois. Il y en a d'autres. Donc maintenant, on peut avoir plus le temps de se positionner sur d'autres projets. En fait, ce que j'aime bien dire, c'est que au début, quand on se lance, on sait pas où on va. Il y a une recette, par exemple, c'est tarte à la fraise, mais mec, tu huiles le truc à la lettre. Il faut tant de fraises, tu mets tant de fraises, il faut tant de farine, tu mets tant de farine. Mais une fois que tu en as fait 3-4 de tarte à la fraise, tu veux faire une tarte à la pomme, mais c'est bon, allez, on va juste changer les pommes, tu vois. Mais au départ, suis le truc. C'est exactement ça. Carrément, vraiment de manière pointilleuse pour être sûr d'arriver. Voilà, c'est ça. Après, tu innoves, mais au début, on n'innove pas, on a suivi. Et donc après, c'est vrai que ça permet vraiment de l'aspect sécurité qu'on cherche tous. Ça met vraiment. Puis après, tu gagnes du cash. Et maintenant, en fait, on va avoir des problèmes un peu que j'appelle les problèmes des riches. C'est savoir comment. C'est bien de gagner de l'argent, savoir comment garder plus. C'est l'enjeu. Donc justement, savoir comment en garder plus. On a étudié parce qu'on a plein qui nous parlaient justement des conciergeries. On a regardé, je ne suis pas rentable du tout. Donc voir. Tu vois, là aussi, on a embauché notre femme de ménage, on lui a donné un autre statut, donc voir s'il en faut 2, 3. On a aussi une personne en plus au cas où, quand on a des petits problèmes techniques. Je sais pas, tu as un problème, là, il fallait réparer la porte de cabine de douche, les petits rouleaux. Donc tu l'appelles, j'y suis avant 13h, nickel. Donc là, c'est bien ça, c'est bien d'avoir un petit homme à tout faire sur place aussi. J'imagine. Mais justement, est-ce que vous avez d'autres anecdotes comme ça, de petits problèmes que vous avez mais on a eu, sur le premier, un jour, le mec il m'appelle le matin. Non, c'est ma femme de ménage. En fait, c'est l'appartement du rez-de-chaussée. Elle m'envoie des photos sur le WhatsApp et je vois tous les draps sont dehors, volets fermés, bouteilles. Je vois, c'est quoi ça? Je dis, allez voir, mais elle n'est pas seule quoi. Et elle avait son mari qui était là. Donc ils y vont. Il les réveille, c'était des jeunes qui avaient fait la fête.
Et je pense qu'il est un peu trop bourré. Il y en a un, il est tombé sur le toilette. Il a déplacé le toilette. Et on avait fait une bêtise, c'est qu'on n'avait pas mis de robinet d'arrêt sur les toilettes. Et ça, c'est une grosse erreur. C'était pas une autre bêtise d'ailleurs. Ah ouais. Tu vois, mais c'est un truc, en fait, ça m'a même pas tapé à l'œil. Tu vois, il y a des erreurs comme ça, tu t'imagines pas que quelqu'un peut la faire, mais et en fait, c'était. Mettez un robinet. Ouais, mettez un robinet, ouais. Et non, c'était un aquarium. C'était un aquarium, l'appart, il est mort. Tout le sol à refaire. Tu vois, c'est cette histoire d'assurance que je parlais tout à l'heure, mais on en a eu qui nous ont cassé les lits. On a eu 2 lits cassés. Tu vois, t'en rigoles maintenant, mais sur le moment. On a eu des fêtes, donc la personne qui t'appelle, ah oui, il fait les fêtes, donc toi tu appelles l'autre personne, faut arrêter les fêtes, oui, on arrête. L'autre qui rappelle, non, mais il y en a assez. Donc les fêtes, là, c'était en sortie de confinement, c'était un peu. Donc on a trouvé des parades. Et puis, non, mais c'est à peu près. C'est à peu près. Mais bon, c'est déjà pas mal. Quand ça tombe dessus, tu te dis waouh, l'histoire de l'inondation, là, t'es. Ça, c'est la plus grosse quand même. Le coup de l'inondation, 3 mois après. Ça arrive pas à tout le monde, je pense. Mais tu vois, genre. Je trouve que c'est assez drôle parce que moi j'ai eu pas mal de difficultés aussi sur mon projet et tu vois, genre quand je le raconte, ça fait genre wow. Mais après, quand je le raconte, maintenant je le raconte limite en rigolant. Ouais. Mais c'est vrai que sur le moment, tu le vis pas bien. Non, t'es pas bien quoi. Sur le moment, même les trucs bêtes, hein, genre on t'appelle parce que il y a une fête. Les premières fois, sur le moment, t'es genre en panique. Ouais. Qu'est-ce que je vais faire? Genre, mais tu peux rien faire. Donc tu vas appeler et puis. Ouais, tu vas appeler. Mais au début, en plus, t'es vachement, tu sais, sur les notes de tes locataires. Ouais. Donc t'es vachement tributaire de leurs notes. Donc ça veut dire si t'as fait quoi, 5-10 locations ou même 20 locations, l'autre il te met 0 étoile, il te met bruyant, il te met. Donc tout de suite, ça te fait chuter ta moyenne. Et t'es inquiet parce que tu te dis, bah le prochain il va pas vouloir venir. Ouais, j'imagine. Et après, quand tu as eu beaucoup de locations, finalement, une petite étoile, même négative, j'ai envie de te dire, elle passe entre les mains du filet, tu la ressens pas vraiment sur ta moyenne. Ouais. Mais tu vois, c'est assez drôle. Maintenant, comment vous vivez ce genre de problématique? Parce que c'est vrai qu'au début, quand tu viens de te lancer, même les gens qui se sont pas encore lancés, ils vont se dire, mais qu'est-ce que ça va être ce genre de bordel? Maintenant, comment vous le vivez justement, ce genre de petites surprises et tout là? Bah, on le vit un peu moins stressé. En fait, on est sur le bien numéro 1. On est un peu, lui, on sait. En fait, on sait quand ça va mal se passer, quand l'autre il est relou et qu'il va nous mettre une sale note. Mais bon, on a déjà 150 notes, donc c'est un peu, on sait qu'il y a d'autres qui vont arriver. On peut pas satisfaire tout le monde parce que ça aussi, c'est un apprentissage à comprendre au départ que en fait, tu ne pourras jamais satisfaire tout le monde, même si tu estimes que ton truc il est parfait. Il y a une personne qui va arriver et qui va te dire que ton truc c'est de la merde. Donc, tu pourras jamais. Ça, donc ça, on a fait le deuil de ça. On a un client là qui vient de temps en temps et tout le temps il nous sac. Il nous met des notes, un peu sales, un peu truc, mais il revient. Mais oui. T'as même limite envie de lui dire mon ami. Non, je lui ai dit. Ouais, tu lui as dit. T'as envie de le bloquer quoi. En réponse de commentaires, je lui ai dit oui, mais en fait, venez pas. Oui, d'accord, on comprend que vous êtes insatisfait, donc je vous invite à annuler vos réservations. Mais non, le gars continue à venir. Non, il continue à venir, mais parce qu'il y a des gens, en fait, c'est des chipoteurs. Et t'as l'impression même qu'ils cherchent certains trucs pour. Donc, mais maintenant, en fait, ça nous. Limite, tu vois. Ça nous glisse plus dessus qu'avant. Parce que souvent, quand quelqu'un se lance, je sais que c'est assez difficile de vivre ça. Parce que émotionnellement, t'es attaché au bien, tu te dis. Non, au début, c'est ton bébé, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'ascenseur émotionnel au début. T'arrives, ton mur il est sale, on a cassé ta table, truc. Et en fait, le fait justement de ne pas s'attacher au matériel, ça c'est très important parce qu'on sait qu'il y aura du passage. Donc, faut faire un peu le deuil de ça, tu mets à peu près 3 mois. Puis après maintenant c'est toujours un peu embêtant si on nous appelle et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas gérer, mais on trouve toujours une solution assez facilement. J'imagine. Mais du coup, malgré tous les déboires que vous avez eus, l'aquarium, les trucs cassés, etc., si c'était à refaire, est-ce que vous referiez? Déjà, en fait, on n'a pas eu énormément de déboires. Finalement, sur le nombre de locations, on en a 3-4, tu vois, donc c'est pas un truc de fou. Des gros trucs, sur le nombre de locations. Et puis, sans hésiter, on le refait parce qu'en fait, c'est déjà, tellement rentable que. On sait pas comment on va le faire, mais on va refaire un truc, quoi. C'est un peu comme les femmes qui disent accoucher un bébé, ça fait mal, etc. Mais on en refait, voilà, c'est ça.
Voilà. On va refaire, même troisième, allez, on va refaire. En tout cas, après il y a aussi nous je pense que maintenant on aime bien le goût du challenge et on se dit ouais mais on peut pas juste s'arrêter là, ça y est. Je sais qu'il y en a qui préfèrent, qui se sont dit on va faire ça comme objectif et puis après on s'arrête. Ouais, ils s'assurent un salaire et puis ça leur convient parfaitement et c'est très bien comme ça. Ouais. Non, nous on va continuer et puis comme c'est challengeant, c'est vrai que c'est... En fait, je m'aperçois que ça me passionne bien plus que mon job actuel, quoi. Ouais. Donc ça fait 15 ans que je le fais, j'en ai marre, franchement j'en ai marre. Donc je veux passer à autre chose, on veut passer à autre chose. Voilà. Donc Ouais, j'imagine. Maintenant, on se considère comme des... Parce qu'en fait, maintenant, on est réellement des entrepreneurs immobiliers versus investisseurs immobiliers. Et ça, ce shift, on l'a compris... Enfin, moi, je l'ai compris quand même un peu tard. Parce qu'au début, j'étais là, on investit, on est des investisseurs immobiliers. Mais au final, on reste quand même un peu un pied dedans, volontairement. Tu vois, c'est pas l'investissement, on laisse ou quelqu'un gère à notre place. Et donc maintenant on a des notions de comment on va faire fructifier ça, comment on va passer au suivant, donc on a ce genre de réflexion là. J'imagine. On va mettre les gamins dessus bientôt, on a pas qu'ils grandissent. Bon ça c'est, vous prenez la filiale voilà. c'est tout. Non c'est cool. Alors du coup, maintenant la question que je vais vous poser c'est dire ok mais... Vous êtes déjà passé par là, vous savez ce que ça fait, vous savez un peu quels sont l'ascenseur émotionnel que vous avez pu vivre et tout. Quelqu'un qui hésite aujourd'hui à se lancer dans l'immobilier, qu'est-ce que vous pourriez lui dire? C'est-à-dire, en gros, pour le conseiller à se lancer, qu'est-ce que vous pourriez lui dire aujourd'hui, ou en tout cas comme conseil par rapport à l'expérience que vous avez vécue du coup? Vu que c'est tellement rentable, comme je disais, notre truc il est tellement rentable, donc si tu veux faire des sous, investis au moins dans quelque chose. Après l'immobilier, où il y a plein d'investissements différents. L'immobilier, je pense que c'est, comme je disais, c'est un investissement sûr, c'est la pierre, c'est réputé. Il y a des pubs dans le métro, ils disent investis dans la pierre, pas dans le bitcoin, tu vois, là c'est vraiment un truc, tu peux le toucher. Donc je pense que c'est un investissement sûr. C'est un peu difficile au départ, mais en fait, si tu es bien encadré, tu vas rencontrer des surprises, des petits problèmes, mais si tu es bien encadré, ça aboutira. Ouais. Mais en fait, le rapport difficulté et gain, il est quand même, tu vois, en fait, difficulté et même plaisir que tu prends à faire, parce que on parle d'argent, de gain, donc là, c'est la finalité finalement. Ouais. Mais en fait, c'est quand même un plaisir que nous on a pris à aller regarder ces maisons ou essayer de trouver des immeubles, aller travaux, apprendre des nouvelles notions, voir que c'est comme ça que tu fais avec l'artisan, avoir ton bien passer d'un truc dégueulasse où tu te dis, il y avait même ah ouais c'est ça et quelque chose de complètement rénové. En fait, il y a un kiff derrière aussi. Et puis avoir le fruit de ton travail et puis comment ça continue à se fructifier après toute la partie travaux. Donc moi je dis aux personnes qui viennent me voir, parce qu'il y en a quand même pas mal du coup maintenant qui viennent me voir pour savoir comment on a fait, comment eux aussi se pourraient lancer. Moi je leur dis d'y aller. Allez-y, lancez-vous dans l'immobilier. Il y a différentes manières de le faire, mais c'est vrai que si tu as le temps, si là par exemple tu es sur j'ai une coachée par exemple qui est intéressée par ce type de projet, sauf qu'elle vient de rentrer dans une nouvelle boîte et son objectif c'était vraiment de changer d'entreprise et d'avoir une carrière fulgurante. Donc elle se concentre un temps sur la carrière, mais elle va revenir parce qu'il faut quand même un peu de temps pour gérer et tout. Donc, mais quand on a l'espace de le faire, c'est-à-dire qu'on est déjà dans son travail du lundi au vendredi et qu'on vient pas de signer dans sa boîte, moi je dis faut foncer. J'imagine. Alors ça c'est pour une première chose, mais une deuxième crainte que les gens ont aussi souvent, c'est de se dire ok, moi je serai pas proche de mon immeuble. Est-ce que ce sera pas compliqué de gérer? Est-ce que ça va pas me prendre du temps? Parce que là, par exemple, vous êtes à quasi 2 heures du 2h30. 2h30 même. Et on va être plus loin bientôt. Et vous êtes plus loin, justement. Et c'est ça la question. Parce que quelqu'un qui me dit, Kendi, moi, aujourd'hui, je suis loin ou je serai loin du bien. Comment je fais pour pouvoir gérer ce projet-là? Bon, une fois lancé en tout cas, est-ce que je pourrais gérer à distance? Comment ça va se passer du coup? En fait, tout est dans ta formation, tout est expliqué comment automatiser ton business. Donc au début, il y a quelques réglages à faire et tout,
Mais après, une fois que tout est automatisé, en fait, comme je disais tout à l'heure, on n'y passe plus, nous, à notre truc. Donc, qu'il soit à 2h30, 3h. La question se pose limite plus pendant les travaux. Les travaux, t'as pas le choix. Il faut suivre ton chantier. Donc là, tu sais que tu y es une fois par semaine. Il va falloir faire de la route, selon où t'es, parce que avec un peu de chance, tu peux l'avoir à côté de chez toi, le bien. Mais nous, personnellement, moi, j'y étais au moins une fois par semaine. Et je faisais un aller-retour une fois par semaine à suivre mes travaux. Mais une fois que le bien est lancé, que tout est automatisé, que les clients reçoivent leur mail, nous, c'est un système de boîte à clé, serrure à clé, donc la personne, elle reçoit son mail, son code, elle rentre, elle remet la clé, elle part. Ma femme de ménage, elle passe, elle sait que tel jour, monsieur un tel est ressorti, elle passe, elle fait le ménage et voilà, en fait. Nous, donc ça veut dire qu'en gros, même si demain vous deviez partir même à l'étranger pour vous, on a créé un système qui fait que. Et puis il y a d'autres gens, en fait, qui font ça et je sais que quand on s'est lancé, j'avais ouï dire en fait l'ami le copain d'une amie, en fait, une amie d'amis même. Il vit carrément en Asie et il fait ça quelque part à Marseille. Il a réussi lui, il vit là-bas en Asie et il fait le même type de projet. Alors c'est pas nous avec nos 2h30, même aller au pire 8h. Et après on construit un système en fait. Et puis il y a plein de personnes qui vont venir et qui vont dire oui mais il y a ça, mais en fait dans n'importe quel projet, tu vas devoir mettre, tu auras des aléas. Non, en fait, il y a toujours un prix à payer pour rentrer dans un projet où quand on veut gagner quelque chose, on va devoir laisser quelque chose. On peut pas juste dire, je vais gagner parce qu'il y a aussi beaucoup, je trouve, de gens qui vont me poser la question, m'aborder dans le truc. En fait, moi, j'ai envie de rien faire du tout et je veux gagner beaucoup d'argent. Ça n'existe pas. Personne ne fait ça. Il y a un moment, tu contribues pour pouvoir. Donc, nous, c'était le temps. On a choisi nous-mêmes. On aurait pu être plus proche, mais en fait, c'était un peu un océan bleu là-bas. Je sais pas si vous connaissez l'océan bleu, mais il n'y avait pas encore trop de personnes qui s'intéressaient à cette petite ville qu'on a trouvée comme ça par pur hasard, en recherchant justement, en agrandissant notre périmètre. Et donc on s'est dit 2 heures VS, parce qu'on s'était dit maximum 2 heures de notre logement. On dit ça sera 2h30 et puis voilà. Et donc oui, c'était fatigant, des fois il fallait se motiver, des fois t'as pas envie de faire 2h30. J'imagine. Mais quand tu y vas et que tu vois que le truc il a avancé, ça va vite, ça va très vite. T'as loupé une semaine, des fois ils ont fait un truc, ce qui s'est passé, t'as loupé. Et mince, fallait pas le faire comme ça. Ah, c'est trop tard, on a passé les câbles, on peut pas revenir en arrière, sinon faut casser. Donc on faisait nos allers-retours, enfin, régulièrement. Et... Oui, tu préfères rester chez toi, mais en fait, faut savoir ce qu'on veut en fait. Exact. Quand on sait ce qu'on veut, on connaît son objectif, on met en place les choses pour le faire. Il y en a même, apparemment, ils n'étaient même pas sur place pendant leurs travaux, ils ont réussi à faire des projets. Donc, et après, on construit une équipe en fait. Donc, il y a différents. En fait, il y a toujours à chaque problème, il y a une solution. Donc, on construit son équipe, on s'appuie sur des bonnes personnes. Et puis après, faut trouver un. Si jamais je suis pas là, il faut juste trouver la personne qui va pouvoir intervenir à ma place si je suis pas là. On est parti 3 semaines au Congo à décembre. Donc. Non mais c'est surtout, ce que je dis souvent, c'est que quand tu es entrepreneur, ton job c'est de trouver des solutions aux différentes problématiques que tu vas rencontrer. Et c'est exactement ça. Ok, il y a un problème, c'est quoi la solution que je peux mettre en place pour Mais du coup, même si vous l'avez déjà peut-être un peu dit, selon vous, c'est quoi l'élément qui a fait que vous n'avez pas lâché l'affaire? Parce que vous avez pu avoir pas mal de difficultés pendant les travaux, pendant les recherches de biens, etc. Qu'est-ce qui a fait que vous n'avez pas dit et puis mince laisse tomber, c'est peut-être pas fait pour nous. Parce qu'il y a peut-être des gens qui commencent un programme et se disent... Après, quand tu es lancé dedans, c'est que tu peux pas abandonner. Une fois que ton projet est lancé, tu peux pas abandonner. T'es déjà engagé au niveau bancaire. Tu peux pas dire ça y est, c'est bon, j'arrête ça y est, t'es dedans. Mais nous, ça nous a jamais venu à l'esprit. Nous, on était dans notre truc et puis ça. Parce que là, toi, tu parles d'un projet que tu as déjà peut-être même trouvé, que tu as déjà trouvé ton financement et tout. Peut-être là, je dirais c'est limite déjà un peu plus simple de ne pas lâcher, tu vois. Mais celui qui... Avant, tu veux dire quand tu es dans ta recherche. Tu m'as trouvé son financement, tu vois, genre... Tu peux avoir des moments de faiblesse, je pense, et
et peut-être de démotivation à te dire mais je vais pas y arriver, ou par exemple tu galères à trouver ton bien, ta ville avant, une fois que tu as ton bien, les travaux, tu n'arrives pas à trouver les artisans qui vont te faire des devis corrects, donc ça peut prendre énormément de temps, mais nous on n'a pas lâché parce qu'en fait tout s'est bien goupillé. Tout s'est bien goupillé, on n'a pas eu des moments de démotivation en fait. On a galéré un peu sur les villes, mais on avait une rigueur, c'était lundi, jeudi, c'est Candy, on était sur les lives, on était trucs, on savait que tu vois, on faisait manger les enfants, on était là, c'était carré, on avait notre routine. Tel jour on est en recherche. Et je pense que c'est le seul moyen pour pas te décourager, c'est en fait de t'imposer une discipline et une routine sur les actions à mener. Même si tu as l'impression qu'il n'y a pas d'action, du type j'ai déjà écumé tous les biens de la ville, qu'est-ce que je fais maintenant? Non, il y en a toujours. Donc tu programmes, si tu n'as pas trouvé ton bien, mais en fait il faut continuer à aller voir des biens. Nous finalement les biens qu'on a achetés, c'est pas les biens qu'on a vus. C'est aucun des biens qu'on a achetés, c'est pas les biens qu'on a vus. C'est pas les biens qu'on a trouvés nous-mêmes. Qu'on a trouvés sur internet. On s'est dit on va aller les visiter. Non, c'est en arrivant, la personne qui dit finalement je peux vous montrer un autre truc. Donc en fait on s'est vraiment maintenu pendant la période de recherche, on a vraiment fait beaucoup d'allers-retours, on planifiait des 3-4 visites et puis on a écumé et c'est vraiment resté à l'action. Mais tu vois, ça c'est intéressant que tu dis ça parce que moi quand les sprinters rentrent dans le programme, je leur dis le maître mot c'est le volume, faites du volume, va sur le terrain, fais t'as pas le choix. Fais de l'activité et il n'y a pas de secret quoi. Une fois que tu vas faire du volume, ce sera intéressant. Mais le fait que vous êtes mis cette discipline de routine, ok, lundi, jeudi, on vient en session questions-réponses, ensuite on va en visite et tout, mais c'est vrai que ça fait que forcément à la fin, il y a quelque chose qui commence à aboutir. Ah non, c'est vrai qu'on s'est quand même mis, on s'est dit, les visites, on les mettait entre 2 sessions questions-réponses, comme ça, on sait qu'en sortant de visite, si on a des questions, on va le faire en questions-réponses. Parfois, tu es là, tu es un peu dans le mou, parce que finalement, tu as 2-3 courtiers qui cherchent pour toi, toi-même, tu attends les réponses des courtiers, mais en fait, à un moment, moi, il y avait les courtiers qui travaillaient pour nous. Je me suis dit, non, je ne vais pas attendre les courtiers. Donc, du coup, tu prends aussi ton téléphone, tu essaies de contacter des banques toi-même. Donc, en fait, il y a toujours une action, quelque chose à faire. Et je pense que c'est comme ça qu'on a tenu le fil rouge. J'imagine. Mais toi, justement, comme tu es dans ce nouveau truc de mindset, de développement personnel, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un, en plus du mets-toi une routine pour rester motivé et tout, quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un pour qu'il puisse garder cette persévérance qui fait qu'à la fin, il va pouvoir aboutir sur son projet? En fait, pour aboutir sur un projet, en fait, quand on a un projet, déjà la première étape c'est d'avoir un objectif. Parce qu'en fait il y a plein de personnes qui vont rentrer sur des projets, je le vois même avec les coachings, qui arrivent et qui n'ont pas d'objectif clair, fixe dans notre tête. Nous en rentrant dans ce projet, on savait que moi j'ai retrouvé les cahiers, donc j'écris mes objectifs, donc je vous conseille aussi de l'écrire parce qu'en fait ça fait un schéma cérébral avec la neuroscience qui fait que ça active certaines zones de ton cerveau, il fait que ça vraiment gravé dans la roche quoi. Donc tu écris tes objectifs et en fait j'avais marqué objectif en 2000 j'avais mis 2022, je veux avoir des rentes de 6 000 € par mois. D'accord ? Et donc je me rappelle une amie qui m'avait dit mais ton premier il fait ça. Ok, tu peux en mettre un peu plus que 6 000. Je crois qu'au début j'avais mis 3 000. Elle m'a dit non mais tu rigoles. Tu rigoles, 3 000 c'est pas avec ce que tu prévois, là t'en as 2, 3 000 c'est sous-évalué. Donc la première étape c'est mettre ses objectifs parce que sinon en fait tu navigues à vue. Et toujours se rappeler pourquoi tu fais ça. Pourquoi tu veux, en fait c'est ça, le fait d'écrire ses objectifs ça met une vision et ça te met un plan d'action et après tu tiens au plan d'action. Et il n'y a pas de miracle, même il y a beaucoup on peut écouter 10 000 vidéos de mindset, 10 000 coachs. Il y a l'action. En fait, tu as la motivation, l'étincelle, tu vois. Après, c'est l'action et c'est les petits pas. C'est les petits pas au quotidien qui vont te maintenir dans la durée, dans la persévérance. En fait, c'est ça, la persévérance, c'est vraiment juste rester dans le mouvement. Et quand tu t'arrêtes, quand tu commences à procrastiner ou que tu ne veux pas bouger, c'est qu'il y a des peurs derrière. Donc, en fait, après, tu vas travailler sur essayer de dégommer certaines peurs, etc. Mais en tant que sans pouvoir aller au-delà de ce que je peux dire, pour toi, ce que moi je propose, c'est vraiment de rester à l'action et mettre des petits pas et te dire aujourd'hui je fais ça,
se poser la question, qu'est-ce que je pourrais faire pour avancer. Rien que se poser la question, ça te donne des idées. Et dans des projets comme ça, c'est vraiment ça. C'est vraiment rester dans le mouvement, toujours avancer. En fait, quand on regarde tous les sprinters, c'est pas le cash qu'ils veulent à la base. C'est que derrière le cash, il y a une vue. C'est juste un moyen, le cash, mais il y a une vision plus grande. Protéger ma famille, mettre mes enfants à l'abri, ne pas avoir ma retraite dans 75 ans. Il y a toujours une vision plus grande derrière. Et puis après, se mettre en un plan d'action qu'on va suivre. Et puis se dire qu'est-ce que j'aime là-dedans. Parce qu'en fait, si tu fais tout à contre-cœur, mais j'aime pas les travaux, mais machin, trucs, tu vas juste procrastiner. Puis on voit les gens qui vont se décourager parce que justement, ils ont un frein, un blocage, et puis ils vont plus regarder les maisons parce que ils en ont pas trouvé et donc ils sont fatigués. Ouais. Non, on reste pour la persévérance, il faut juste rester dans l'action au quotidien. Voilà. Bon, mais en tout cas, tu vois, Prisca nous a donné ses conseils pour pouvoir se lancer. J'espère que ça va t'inspirer. Alors, je ne sais pas si vous aviez un dernier petit mot à partager aux sprinters qui sont peut-être déjà lancés ou les gens qui souhaitent se lancer. Quel est votre dernier mot de la fin ou peut-être une citation, quelque chose qui vous inspire, que vous voudriez partager aujourd'hui? Les sprinters qui sont lancés et qui sont dans la formation, lâchez rien. Sprinters, sprinteuses, lâchez rien. La lumière est au bout du tunnel. C'est ça, c'est ça mon gars. Ouais. Et sinon, force à tous. Bah oui. Ouais. Bon, nickel. En tout cas, j'espère que cette interview t'a motivé, ça t'a inspiré. J'étais vraiment content de pouvoir faire cette interview parce que ça nous permet de voir un peu qu'est-ce qui est possible. Parce que c'est pas juste dire ok, on regarde des vidéos et tout. Le fait de voir qu'il y a du concret derrière et de pouvoir, entre guillemets, voir qu'il y a vraiment des vies qui changent, c'est inspirant. Et puis ça te permet même à toi de voir que si des personnes comme moi ou des personnes comme Prisca ou Aimé, aka Aimé ou Benoît ont pu le faire, c'est que toi aussi tu peux le faire. En tout cas, moi je te souhaite une excellente journée. Je te dis à très bientôt et je te dis ciao. Ciao.